Nous allons maintenant donner la parole à Pierre-Yves Gomez. Donc, je voulais un petit peu présenter Pierre-Yves, puisque c'est l'un des co-initiateurs du courant pour une écologie humaine. Je vous l'ai dit, il est économiste, il écrit régulièrement des tribunes dans le journal Le Monde et il a publié de nombreux ouvrages et je ne vais en citer qu'une toute petite partie. Le travail invisible, enquête sur une disparition chez François Bourin en 2013, Intelligence du travail chez Desclés de Brouwer en 2016, L'esprit malin du capitalisme, qui dit beaucoup de choses rien que dans son titre, par toujours le même éditeur en 2019 et je vous révèle, c'est un scoop ce soir, que Pierre-Yves est actuellement en train de rédiger son nouvel ouvrage et on l'attend avec grande impatience. Donc Pierre-Yves, je te laisse la parole sur cette question somme toute évidente et toute simple. De quelle écologie l'humanité a-t-elle besoin? On vient d'entendre des expériences absolument inspirantes. La soirée pourrait s'arrêter là, on partirait avec de quoi faire, quoi. Mais néanmoins, en tant que citoyen, on ne peut pas ne pas se poser la question, mais en quoi tout ça, ça fait écologie? En quoi tout ça, ça fait quelque chose de commun, finalement, qu'on peut appeler l'écologie. Et du coup, de quelle écologie on a besoin? Ce que je voudrais donc vous partager, c'est comment, à partir de ces expériences, on peut partager aussi un récit écologique. Parce que l'écologie, c'est un récit. C'est une histoire qu'on se raconte. Et il ne faut pas avoir peur de dire ça. L'écologie, c'est d'abord un récit. C'est un récit, notamment, qui a une vocation politique, philosophique, qui consiste à séparer la nature de la culture. Et la nature, comment on définit la nature? Moi, j'aime bien la définition de Spemann, un moraliste allemand. La nature, c'est tout ce qui ne dépend pas de nous. Tout ce qui ne dépend pas de l'humain, c'est la nature. Et c'est vrai, dans notre fameux milieu naturel, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, les inondations, les crues, l'eau, la nécessité de boire de l'eau pour vivre, le travail, bon. Ça ne dépend pas de nous. Et dans l'humain aussi, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. D'ailleurs, on parle de nature humaine, des choses qui ne dépendent pas. Et donc l'inverse de la nature, ça serait une culture absolue, absolutisant totalement le contrôle de toute chose, des rivières qu'on n'arrive pas à contrôler, mais on voudrait les contrôler, du travail, des organisations et du corps humain, tout serait contrôlé. Alors pour le faire en bref, le péché originel de l'écologie, du récit écologique, c'est qu'il s'est constitué dès l'origine contre, et notamment contre la modernité capitaliste. Essentiellement, dès le départ, avec le romantisme, avec l'écologie, c'est pensé comme l'invention d'une nature qui permettait de situer un point critique du capitalisme. La nature, le sauvage, c'est le bon sauvage à l'époque, le bon sauvage, puis le sauvage, tout ce qui échappait à l'humain, qui permettait de porter un jugement sur justement ce que faisait l'humain et en particulier le capitalisme. Le petit propos que je vais développer, c'est de dire en fait l'écologie dont nous avons besoin, c'est l'écologie qui passe du contre-récit au récit. Vous voyez que ce n'est pas un récit contre, mais un récit qui propose. Et je vais y revenir. Depuis 2 siècles, le matérialisme capitaliste, je vais l'appeler comme ça, hein, l'économicisme, ce que vous voulez, enfin, je vais l'appeler le matérialisme capitalisme pour faire un clin d'œil au matérialisme dialectique des anciens temps. Le matérialisme capitaliste a un projet très simple pour le monde, très simple, un récit très simple, augmenter le confort de tous, augmenter le confort matériel de tous. Voilà un récit simple, qui s'appelle le progrès, ce que vous voulez. Que proposerait le récit écologique par rapport à ça? Ben, il va dire, il faut sauver la planète, il faut limiter les effets de tel gaz, machin. Il faut empêcher le déploiement. Vous voyez, on est dans le contre-récit, l'empêchement, le contre, la limitation du discours principal qui reste le discours capitaliste. Pardon, pour capitaliste, c'est pas, le propos, c'est pas le capitalisme en tant que système. C'est le capitalisme en tant qu'économie, si vous voulez, la vision économiciste du monde. Tant qu'on reste à un récit qui n'est qu'un contre-récit, qui ne se pense qu'en réaction à, on n'arrive pas à créer ce récit qui emporte. Et il est banal de dire que la planète va continuer à tourner, même si le climat se réchauffe et même si voilà, les eaux débordent. Et, voilà. J'entendais tout à l'heure une émission
où on disait qu'il fallait prendre soin de l'environnement. Oui, bien sûr, mais bon, l'environnement, il se prend soin de lui-même. Pourquoi faire? Quel est le sens de tout ça? Tant qu'on ne fonde pas un récit aussi fort, aussi enthousiasmant que peut l'être le récit capitaliste quand il dit « moi, j'apporte le confort à tout le monde ». Tant qu'on ne fonde pas, vous voyez, qu'on n'est pas conscient que le récit écologique doit être aussi enthousiasmant, eh ben on reste à la merci du récit principal. Je discutais tout à l'heure, on échangeait sur le fait que tout ce qu'on raconte sur l'écologie, ça a été dit dans les années 70. Tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur l'écologie, quand j'avais 20 ans, dans les années 80, entre 70 et 80, tout était dit. Toutes les expériences dont on parle, on les a déjà faites. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 pour qu'on oublie tout et qu'on recommence aujourd'hui à nous émerveiller de ces expériences? Qu'est-ce qui s'est passé? Le récit capitaliste a été complètement emballant, complètement enthousiasmant. C'était la grande époque de la globalisation. Vous allez voir la paix dans le monde grâce au commerce. On voyageait beaucoup. Bref, comme l'écologie se présentait comme un contre-récit par rapport à ça, elle avait du mal à accrocher. Donc mon point principal, et c'est ce que je voudrais vous partager ce soir, c'est que le récit écologique ne doit pas être un contre-récit, mais un récit à part entière. Et c'est quoi un récit? C'est ce qui propose un rêve. Je ne crois plus à l'utopie. Il ne faut même plus parler d'utopie. Parce que l'utopie, ça laisse penser qu'on veut construire un monde encore. Construire un monde. Mais il ne s'agit pas de construire un monde. Il s'agit de rêver un monde. Un monde où on habite la Terre. Un monde où on est bien ensemble. Un monde où, quand je vois cette rivière, on a tous eu quoi comme réaction? C'est beau. On n'a pas dit c'est moche, il y a de l'eau, machin, ce serait tellement mieux s'il y avait des poubelles dedans. On n'a pas dit ça. On a vu que ce qui était naturel en nous, ce qui touchait la nature en nous, c'était ça, c'était cette beauté. Ce monde-là, c'est le monde que nous devons rêver. Je ne dis pas essayer de construire. Ce qui le construira, ce sont toutes ces initiatives, toutes reliées par le même rêve. Nous rêvons d'une planète heureusement habitable et belle. La beauté sauvera le monde est belle. Du coup, la question c'est comment arriver à imposer ce rêve? Enfin, imposer, vous voyez ce que je veux dire? C'est justement pas de l'imposer comme une idéologie, une sorte de vision qui serait complètement orgueilleuse et contre-productive, qui en serait à dire nous allons construire un autre monde, vous allez voir, à la force du poignet. Non. Non, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là ensemble pour rêver du monde beau. Et puis, chacun d'acteurs va prendre sa part pour le travailler. Mais ensemble, on rêve. Alors, comment faire pour que ce rêve se partage? J'ai vu 3 conditions à cela. La première, c'est affirmer, ça ne va pas vous surprendre, il n'y a rien de surprenant dans ce que je dis, c'est un rappel, c'est affirmer le caractère intégral de l'écologie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est intégrale? Alors on répète beaucoup depuis un certain temps, tout est lié. Tout est lié, tout est lié, tout est lié, mais ça veut dire des choses différentes, tout est lié. Ça peut vouloir dire que tout est système, tout joue sur tout. Et ça, c'est pas nouveau, il y a très longtemps qu'on sait que tout est système et que tout joue sur tout. C'est bien de le dire, hein, c'est très juste. Mais ça, c'est pas vraiment nouveau. Et c'est même un peu déprimant. Parce que si vous conservez à l'esprit que tout joue sur tout, ça veut dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, il peut y avoir une conséquence cosmique. Et donc, du coup, je suis inhibé. Ou alors, en sens inverse, il y a tellement de conditions qu'il faudrait changer pour que ça change, que je suis totalement inhibé. Mais c'est pas ça, tout est lié. C'est pas ça, le système, tout sur tout. C'est de considérer que tout est lié pour être vivant. Que la vie, ça lie. Que la vie, ça existe parce que ça lie. Un corps qui meurt se délite. Une société qui meurt se délite. Alors, il ne s'agit pas de faire du lien. Il s'agit de comprendre que le lien, c'est ce qui fait la vie. C'est ce qui fait que ce qui est vivant est vivant. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut arrêter de dire qu'il faut faire du lien. Il ne faut pas faire du lien. Il faut cultiver le lien. C'est pas la même chose de dire je fais des carottes et je cultive des carottes. C'est très différent.
Quand je fais des carottes, je les coupe en rondelles et je les grille, ou je les grille pas, je les fris, bon, bref, je fais quelque chose. Vous voyez, je les détruis, quand je cultive des carottes, je les fais grandir. Le lien, il nous précède. Les liens nous précèdent. Les liens sont vitaux parce qu'ils nous précèdent. Ce sont des données. Ça marche comme ça. Dans vos expériences, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de faire. Moi, j'aurais adoré les reprendre et décomposer et voir en quoi le lien était premier, en fait. Vous avez retrouvé les liens. C'était très net, d'ailleurs, dans les dernières... ça y est, je m'en souviens de l'exemple. La personne qui fait un dessin, là, et puis elle ne voit pas l'arc. Et elle se dit, tiens, alors ça c'est incroyable, on lui demande ce que signifie l'arc, elle ne le voit pas. Donc le récit écologique donne à voir, déjà. L'oblige à le voir. Et puis, soudain, ça a été dit à plusieurs reprises dans vos différents témoignages, les gens refont l'expérience d'eux. Ils se réapproprient, mais pas au sens de l'appropriation, ce mot n'est pas très joli, pas de, je m'approprie, c'est à moi, c'est je me remets dedans. Finalement, effectivement, il y avait un lien dans lequel j'étais et qui me constituait comme vivant. Effectivement, je vivais parce que la rivière était là, et je l'avais oublié. Le tout est lié, c'est que tout est lié avant même que nous ne lions. Et c'est ça qui fait la vie. Donc, cultiver les liens et dire tout est lié, c'est ça qui nous fait rêver, en fait. C'est retrouver le lien et pas le créer. C'est le retrouver comme naturel. C'est le laisser faire, c'est le laisser germer. La carotte, je vais la cultiver, mais c'est elle qui va pousser. Donc, c'est ça l'écologie intégrale. Une écologie qui intègre les différentes choses et donc qui n'ont pas fait lien, mais reconnaît le lien. Alors moi je crois, pour travailler dans l'entreprise, des entreprises à mission, qui font beaucoup ça, que ça demande vraiment une conversion, que ça demande vraiment un changement de perspective. Ce n'est pas du tout la même chose de dire je vais utiliser mes ressources humaines en tenant vraiment compte des personnes, et puis il y aura aussi des liens avec ça, puis je vais créer des liens avec mon environnement. Et de dire, en fait, où sont les liens qui existent déjà et qui font que c'est pour ça que ça marche? C'est pour ça que c'est vivant. Où ils sont? Et qu'est-ce que je vais cultiver? Qu'est-ce que je vais travailler pour qu'ils soient plus forts, plus beaux, plus justes et qu'ils produisent encore plus de vie? C'est ça l'écologie intégrale. Deuxième condition, me semble-t-il, pour que notre rêve se partage, c'est renouer avec l'humanisme. Je dis bien humanisme. Pour le dire clairement, je crois qu'il faut rappeler que l'être humain est la première victime des transformations environnementales et sociales. Tout est lié, justement. La première victime, c'est l'être humain. C'est peut-être aussi le coupable, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Jamais contre, pour. C'est la première victime. C'est l'être humain qu'il faut sauver avant la planète. Parce qu'il est la première victime d'un système économico-social qui le conduit à une consommation frénétique, abrutissante et déliaisante, donc mortifère. Donc mortifère. Première victime. Il faut rappeler ça, c'est ça l'humanisme écologique. C'est, je me lis, l'affirmation inconditionnelle de la dignité des humains et de tous les humains qui exige que soient réalisées des conditions quant à leur milieu, conditions qui soient favorables à la vie d'eux-mêmes comme êtres vivants, la vie avec les êtres vivants, la vie aussi avec les choses. Il y a trop de fragments de discours écologiques, là je vais être un petit peu polémique, mais qui partagent l'anti-humanisme de l'économicisme ou de le capitalisme, ce que vous voulez, ambiant trop d'anti-humanisme. Et même qu'il exacerbe en considérant que l'humain est vraiment à l'origine une sorte d'espèce animale en trop, si vous voulez. Parce qu'elle est à l'origine de toute la dégradation. Bon. Il s'est développé une honte écologique aujourd'hui, une honte écologique de l'être humain, qui dit à l'être humain, la nature est pure, toi tu es impur. La nature est propre, elle est sale. La nature est par elle-même, je ne sais quoi, mais toi, tu es coupable. Cette honte écologique fait écho à la fameuse honte face à la technologie. Vous savez que Gunther Anders a beaucoup travaillé. Face à la machine qu'il crée, l'homme a une espèce de honte. On nous resserre l'histoire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Une espèce de honte. Ah, je ne serai jamais aussi intelligent que les machines, je ne serai jamais aussi rapide. Mais oui, tu les as construites pour ça. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas plus intelligents que... évidemment. Enfin, en tout cas, plus rapides, évidemment. Cette honte technologique, on l'a reportée
sur l'écologie, il y a une honte face à la nature. Eh bien non, il n'y a pas une honte face à la nature, il y a à retrouver justement la honte, la vraie honte, qui consiste à abîmer l'humain. Première honte, à abîmer l'humain, en détruisant son milieu. Donc cet anti-humanisme, qui sert à mon avis l'économicisme, il faut le fuir et affirmer qu'il y a de l'humain, et s'il y a de la nature, il y a de l'humain et de la nature humaine. Et là, ça va être le point de friction, mais il faut tenir là-dessus. Il ne peut pas y avoir de compréhension d'une nature qui nous échappe sans qu'en l'être humain, on accepte une nature qui nous échappe. On ne peut pas tout contrôler en l'être humain, on ne peut pas tout construire en l'être humain, de la même façon qu'on ne peut pas tout construire et tout contrôler dans l'environnement. C'est un tout. Et si on lâche sur l'humain, on lâchera sur la nature. Il ne faut pas rêver. C'est pour ça que l'enjeu humaniste, il n'est pas simplement, vous voyez, c'est bien de rappeler que l'homme est la mesure de toute chose, bien sûr, mais politiquement, il est beaucoup plus important que ça. On ne peut pas vraiment avoir un récit écologique qui tienne la route sur la durée si on ne réclame pas l'importance de la nature humaine au même titre que l'importance de la nature environnementale, la nature, parce que c'est la même chose, c'est ce qui nous est donné, ce qu'on ne peut pas contrôler, et ce que l'on reçoit, ou ne reçoit pas, mais ce que l'on a à recevoir comme un don. Donc ça c'est ma deuxième condition, comprendre de nouveau l'importance de l'humanisme. Pas comme supplément d'âme, pas comme chantilly sur le gâteau, mais comme le cœur même d'une écologie qui va tenir face au temps. Et puis la troisième dimension, qui va peut-être vous étonner davantage, mais que je vais affirmer, c'est clarifier la dimension spirituelle de l'écologie. L'idée de nature implique que quelque chose nous échappe, soit donné. Et dès lors que c'est pensé en dehors de toute possibilité de mainmise, alors ça relève du spirituel. Et il faut le clarifier, et il faut le dire, il ne faut pas en avoir peur, c'est normal pour que ça marche. Face à l'économicisme qui se veut, c'est une forme de spiritualité, hein, dans son style extrêmement matérialiste, affirmer qu'il y a du spirituel, oui. D'ailleurs, tous les grands auteurs en écologie qui ont fait rêver ont été des grands spirituels. Avec des spiritualités différentes d'ailleurs, hein, mais ils ont revendiqué une dimension spirituelle. Vous voyez, c'est pas un détail là aussi. Parce que l'écologie, ça ne peut pas être que des techniques, ça ne peut pas être que des solutions, ça ne peut pas être que, vous voyez, des plans, des opérations et des équations. Autrement, on va retomber dans le matérialisme et on va retomber dans l'efficacité du capitalisme que nous connaissons. Ce n'est pas la peine de faire tout ce détour pour arriver à ça. Il faut accepter le rêve. Il faut accepter que le rêve reste rêve. Parce que c'est ça qui pousse à l'action, c'est ça qui fait aller au coup d'après, c'est ça qui laisse insatisfait de ce qu'on fait, c'est ça qui nous rend sensibles au drame du monde. Parce qu'on le veut meilleur. Quand on voit une forêt brûlée, on n'ira jamais dans cette forêt peut-être. Et pourquoi on est sensible à ça? Parce qu'il y a, dans nos cellules, on sait bien un peu de cette forêt. Quand on voit des poissons disparaître, et on dit... On ne pourra jamais plus les pêcher, vous voyez, même les pêcher. On ne pourra jamais plus les pêcher. Pourquoi ça nous touche? Peut-être qu'on ne pêchait jamais. Mais parce qu'on sait très bien qu'il y a dans cette disparition quelque chose de plus grand. C'est nous qui disparaissons un peu. Et vous voyez, cette dimension-là, il faut la reconnaître comme telle. Il faut l'approfondir aussi, pour savoir d'où elle part, d'où elle vient. Mais ce n'est pas encore une fois un détail. Il ne peut pas y avoir un grand récit écologique à part entière qui ne revendique pas sa dimension spirituelle. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, je me résume. Nos inspirations. Il ne faut pas perdre de vue le discours inspirant qui est au-dessus de tout ça et qui n'est pas un détail qu'il faut construire ensemble. Un discours poétique, dans le sens grec du terme, c'est un discours qui met en marche. Ce discours doit se penser comme un récit et pas un contre-récit. C'est pas contre, on n'est pas toujours dans la protection, dans la... Vous voyez, on est aussi dans le rêve. Dans le rêve pour la société, pour la civilisation, pour les enfants, pour demain. Et les conditions, c'est faire émerger, cultiver, reconnaître le lien comme la condition du vivant, de l'humain comme la première victime,
Et 3, la dimension spirituelle, qui est une dimension humaine et une dimension commune, qui est très importante et qu'il faut revendiquer comme telle. Voilà ce que je voulais vous partager. Le temps étant écoulé, je m'arrête là.